Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Attendez. Vous allez voir, sans doute vous allez vous rendre compte de quoi on va parler. Écoutez bien. Ah, pour ceux qui connaissent pas la saga, bah allez, clairement, reprenez votre série manga parce que si vous connaissez pas ce manga-là, j'ai envie de vous dire, vous avez tout perdu. Hein, ceux qui me parlent de Naruto, de toute la clique. C'est le meilleur manga, alors avec Dragon Ball, de tous les temps. Voilà. Ce qu'ils sont capables de faire, c'était exceptionnel. Honnêtement, utiliser les constellations pour pouvoir faire un manga, fallait être un génie, et ils ont été un génie. Mais on va pas parler, bien sûr, du reboot de Senseiya. Alors il y a pas mal de choses à dire, on va parler voilà que Shun serait une femme, etc. Mais moi je préfère attendre la sortie, on va dire, du reboot sur Netflix pour vraiment me faire une opinion. Mais on va parler justement d'un deuxième manga animé qui a été donc un manga qui a donc été, qui est désormais un animé. C'est Senseiya Sentai Show, qui est en fait la version, donc c'était un anime, donc c'était un manga donc d'une dizaine de 6 tomes si je me souviens bien. Et donc ils ont sorti donc le premier épisode donc lundi dernier, qui était donc l'épisode par rapport à ça. Alors je dois vous avouer une chose très importante, je n'ai jamais regardé le manga papier, donc je ne sais absolument pas de quoi ça y retourne. Je l'ai découvert en même temps que vous, je l'ai observé, et je vais donc, eh bien, tout simplement, vous donner mon avis sur cet épisode de manière la plus neutre possible. Alors, bien évidemment, il y a des choses aussi que j'ai trouvé curieux, et ça aussi, je vais en parler. Alors, pour un petit peu poser la scène de ce qui se passe, donc, ce sont donc la base toujours est la même. Il y a des chevaliers du zodiaque qui sont donc... Mais là, ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes qu'on va suivre. Donc, il y a le chevalier du petit cheval qui était donc Shoko, donc qui est la sœur de Kyoko, qui est donc celle, a priori, qui sera l'héroïne, notre Seiya à nous. Il y a également une autre fille, le chevalier du dauphin, dont je me souviens plus le nom. Et donc, on retrouve aussi les personnages. Et donc, ils vont décider tout simplement de combattre les forces du mal, qui est donc basé sur Eris. Alors, Eris, pour ceux qui ne savent pas, Eris, en fait, la pomme d'or, etc., était quelque chose qui existait déjà, mais dans un OAV. C'était un OAV qui était sorti dans les années 90. C'était un one-time. Et il s'avère que Eris était basé par rapport à ça. Donc, ils ont décidé de le faire en version animée. Alors, on verra bien sûr si les choses évoluent en bon ou en mauvais. Alors, je ne connais pas trop la mythologie de Eris par rapport à ça. Mais il y a une réalité aussi par rapport à Eris. Et donc, eh bien, on va justement suivre cet épisode au fur et à mesure. On connaît bien sûr, dans les personnages très connus, on a pu reconnaître dans le premier épisode l'arrivée de Milo du Scorpion, hein, qui est notamment une espèce de protecteur. Et aussi Athéna, Saori, qui était présent par rapport à ça. Voilà, donc l'épisode, on va expliquer le résumé de l'épisode. Il y avait donc, dans le premier épisode, qu'est-ce qu'on a vu? Donc on a vu donc, d'abord ça commence par un rêve, où il y a donc, tel un peu Blanche-Neige, une sorte de vieille dame, qui veut faire croquer la pomme à Kyoko. Et il s'avère que la sœur, donc Shoko, décide d'intervenir et empêche finalement Kyoko d'intervenir. Et en fait, et à ce moment-là, elle se réveille, sa sœur n'est pas là. Alors moi au début je me suis dit putain ça va être un truc à la Seiya inversée en fait. Souvenez-vous, à un moment donné, Seiya cherche sa sœur partout. C'était notamment, alors, je sais que c'était sa sœur partout. Et au final, il finit par la retrouver à la fin. Alors, je me suis dit putain ça va être un truc à la con. Et finalement, il faut l'avouer, c'est pas ce qui s'est passé. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que je me serais dit, putain, en fait, ils font les trucs inversés, ça aurait été de la merde. Même s'il y a des choses, pour moi, quand j'ai regardé, j'ai dit, les enfants, vous êtes gentils, mais il y a des similitudes assez énormes. Bon, après, il y a des incohérences aussi, mais j'en parlerai plus en détail après. Donc, après, la sœur décide de dire, je suis pas assez fort. Elle se rend compte, en fait, que cette personne qui a donc voulu faire du mal à sa sœur, il décide de partir durant 5 ans, on sait pas où, par rapport à ça. Donc on retrouve donc des étudiantes,
parce que a priori, Saori est une étudiante. Mais après, voilà, alors là déjà, on va commencer par ça. Donc il y a un début, là, donc elle fait sa vie étudiante. Tu vois déjà la personnalité de Kyoko qui ressemble beaucoup à celle de Seiya. Notamment, on voit beaucoup dans la manière de se comporter. C'est une personne qui voilà, est très courageuse, elle n'hésite pas à aller de l'avant, etc., etc. Et puis, il se passe qu'elle voit Saori. Et donc après, devinez quoi? Il se passe que, eh bien, on va arriver à la... Donc Kyoko arrive, décide de s'en prendre. Et donc, avec l'armure du petit cheval, donc l'armure du petit cheval, pour ceux qui savaient, c'était la fameuse armure qu'il y avait eu notamment dans Senseiya Omega. Alors déjà, on va commencer déjà par l'armure du petit cheval. J'ai rien contre cette armure, qui est sans doute une très belle armure, hein, on va pas se mentir, mais j'ai un gros problème sur le personnage en lui-même. On est tous d'accord aujourd'hui que dans tous les mangas, enfin dire, quand vous regardez tous les animés Sanseiya, même les mangas, c'était en général Pégase. Le seul qui a eu un changement, c'était Senseiya Soul of Gold, puisque tout simplement, c'était les armures d'or. Et donc, c'était Aliola qui était devenu le guerrier protecteur de tout ça. Alors, vous me suivez. Alors, au niveau de l'armure, déjà, je pense qu'il aurait été judicieux de la transformer un petit peu. Parce que l'armure, à un moment donné, j'ai vu l'armure, je me suis dit, c'est l'armure de Pégase. Et c'était une incohérence énorme. Parce que je rappelle que l'histoire se déroulant avant la bataille du sanctuaire, et donc avant le fameux tournoi galactique, comment vous voulez que Seiya ait l'armure de Pégase si elle possède l'armure de Pégase? Donc déjà, c'était quand même un truc incohérent. Ensuite, deuxième point, pour moi est très important, les attaques. Les attaques de l'armure du petit cheval sont... À un moment donné, il y a les météores du petit cheval. Vous pouvez pas inventer vous pouvez pas faire un truc un peu moins copier-coller. Je vous aime bien. Ah là, la caméra a un peu de mal là. Voilà. Je sais pas pourquoi elle se désynchronise quelquefois. Expliquez-moi pourquoi on a fait l'armure du petit cheval, si c'est pour avoir les mêmes attaques. Vous allez voir, il va y avoir le météore de Pégase, la comète de Pégase, sauf que ça va être la météore du petit cheval, la comète du petit cheval, qu'est-ce qu'il y avait encore là, le Rolling Pegasus, donc la tempête de Pégase, une connerie. Il va y avoir... Là, on va te regarder, on va te dire, en plus de ça, il va y avoir une formation qui va être faite, donc elle va apprendre, vous savez, le point que faisait Koga, je ne me souviens plus du nom, mais voilà, le point de Pégase, à un moment donné, est-ce qu'on peut pas inventer des attaques qui sont reliées à la constellation du petit cheval? Alors, alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, messieurs, je suis désolé, mais quand Aliola lance son Lightning Bolt, ça ressemble beaucoup, c'est des milliards de coups de poing qui dégainent. Oui! Vous voulez qu'on parle de ce qui s'est passé entre Omega et Aliola? C'est que Aliola avait sa propre technique. Quand ils ont décidé d'avoir un nouveau chevalier du lion, ils ont utilisé de nouvelles techniques. Ils ne sont pas contentés de prendre les techniques de Aliola et de les transposer. Il y a eu des moments où c'était possible. Vous prenez par exemple Mou, c'était normal. Mou et... Ah, j'ai plus son nom. Hein. Le petit qui a remplacé Mou, là. En plus, je le détestais, ce petit. Il me cassait les couilles en plus. Le nouveau chevalier du bélier, c'était logique. C'était son disciple, c'était normal qu'il apprenait les mêmes techniques. Vous prenez Galaxian Explosion et Anova Dimension, à un moment donné, il y avait quand même une certaine similitude. Que le chevalier de la balance, Shiryu, fasse les mêmes attaques que Doko du chevalier de la balance, il y avait des similitudes. On peut comprendre, il y a une histoire de disciple. Expliquez-moi, qui était le disciple du petit cheval? C'était Seiya? Non. C'est Temma? C'était Temna? Non, il est mort. Il est mort, Temna, on le sait, il n'est plus de ce monde. Donc, je vais être très clair, c'est pas utile de nous inventer des techniques identiques, surtout que... Alors, tu vas me dire, oui, mais elle a été tu comprends, il a été entraîné par Marine. On va nous expliquer ça peut-être. Alors, expliquez-moi. Parce que si on me sort ça, je vais vous dire, ça va gueuler. Hein. Expliquez-moi comment... dans son fort intérieur, eh bien, Kyoko ne connaît pas Seiya. Parce que Ushoko connaît pas Seiya.
Moi, expliquez-moi. Comment Kyoko ne peut pas connaître Seiya? Ou Shoko ne pouvait pas connaître Seiya? Seiya et Shoko ont donc eu la même patronne. Expliquez-moi. Voilà, vous m'expliquez ça, ok, moi je l'explique. Moi, pour moi, c'est du n'importe nawak. Ensuite, parlons d'Athéna. Alors, je sais qu'il va y avoir un reboot qui va arriver dans peu de temps, etc. Ce serait pas étonnant qu'il se dépêche aussi. Mais vous pouvez éviter de cracher sur le manga original. Attends, j'ai baissé un peu le son parce qu'il est un peu fort. Voilà, c'est un peu mieux. Vous pouvez éviter de cracher sur le manga original? Ce serait gentil? Parce qu'encore les attaques, bon admettons c'est des attaques, après t'es d'accord, t'es pas d'accord. Mais vous pouvez arrêter de cracher sur le manga original, vous êtes gentil? Parce que vous êtes gentil, mais... Je vais prendre juste un exemple. Depuis quand Athéna Saori est au courant que c'est la déesse Athéna? Vous l'avez vu ça où? De tout le milieu de l'épisode jusqu'au moment où Iki, il y a les fameux chevaliers d'acier qui arrivent, Athéna, Saori sait même pas qu'elle est Athéna. Et donc, on décide de prendre un bout et de dire, ah non mais, est-ce que moi, elle le savait déjà? Alors, tu m'expliques pourquoi? Parce que, clair, je vais dire la vérité, ça aurait été entre, je veux dire pourquoi c'est fort. Ça aurait été avant, entre le moment donc il y avait donc les chevaliers d'Asgard et la bataille du sanctuaire, j'aurais dit ok, là ça passe. Parce que Seiya n'étant pas en mesure, les autres ne pouvant pas en mesure de combattre, ils prennent la... Ou alors même à la limite, après Hadès. Tu comprends que Seiya et les autres ne peuvent pas combattre, ou tout simplement ne décident plus combattre, et qu'il faut une succession, et que c'est plutôt bonne idée de mettre, entre guillemets, des disciples féminins. T'arrives quand même à comprendre. Mais, oh putain, alors attention. Mais alors tu le mets avant le tournoi galactique. Donc tu te dis, donc c'est eux qui doivent assurer la succession en attendant donc que les 5 autres arrivent. Mais Saori, elle n'a fait que respecter la volonté de son grand-père. Elle ne l'a pas fait par intérêt pour elle-même. Parce que la seule personne qui savait que, pour ainsi dire, Saori était la déesse Athéna, c'était Aiolos et le mec en question. Athéna n'a jamais su. Saori ne le sait que instinctivement. Parce que son cosmos se dégage et les chevaliers devinent cela. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous pouvez, je ne le dis pas ça sans arrogance, là vous mettez Athéna direct, vous dites voilà, ça c'est la déesse Athéna. Ça veut dire que Saori savait déjà. Saori le savait déjà. Et en plus de ça, tu peux même pas dire qu'il y a peut-être des similitudes. Il y a une scène où tu vois Saori devant le tournoi galactique et dire le combat de tournoi va arriver. Non! Non, non, non! Alors je sais qu'ils suivent le manga original, donc je suis en train de le critiquer aussi. Athéna, ça aurait dû être découverte comme... Parce que, expliquez-moi. Alors je sais qu'il y a le reboot, mais j'en ai rien à foutre. Hein. Expliquez-moi comment ces personnes féminines, donc qui savent désormais que c'est Athéna, ont pu ne pas le dire à Seiya et les autres. En plus, déjà, il faudra finir... J'attends la fin du manga, parce que il va falloir me justifier comment ils ont pu disparaître, sachant que leur puissance va augmenter et qu'ils peuvent avoir une vraie apport ajouté dans la bataille du sanctuaire. Non, et vous pouvez pas me parler de Netflix, parce que je rappelle que Netflix basera sur les 5. Iki, Shun, féminin, masculin, Shiryu, Yoga, et bien évidemment, Seiya. Ah, je vous attends, voilà, j'attends vos arguments. J'attends ce que vous allez me dire vraiment, ce que vous en pensez. En plus de ça. Putain, la cohérence, je vous jure. Parlons également de... Ça vous dit quelque chose, ce que je viens de faire, là? Je vous le refais une troisième fois au cas où.
Non, ça vous avez pas compris. Alors certains vont me dire, ils se payent ma tête, pas ça. Les femmes chevaliers portent quoi? Ah ben, ceux qui me regardent disent dire, je sais pas. Ceux les connaissant, ils portent un masque. Ils portent un masque concrètement pour éviter que les femmes, hommes puissent les voir. Il y a que du côté, il y a que quand c'est le chevalier de l'aigle de Sensei Omega que la, mais c'est la seule qui fait ça. Dans le manga, dans l'anime, nous allons rencontrer Sheina et Marine. Expliquez-moi pourquoi Marine et Sheina, qui sont chevaliers d'argent, ne portent pas ce masque. Et je rappelle qu'elle avait une signification. Ce masque avait une signification. Si tu portais ce masque, si un homme découvrait ton visage, eh bien tu devais soit le tuer, soit l'épouser. C'était la condition. Ah bah c'est comme ça chez les chevaliers. Hein. Moi, ce que j'aurais... Voilà, parlons justement de ce masque, parce que pour moi, il est tellement révélateur de la connerie humaine. Moi, j'aurais préféré un truc de ce style-là. Vous allez comprendre. J'espère d'ailleurs que c'est pas une histoire de oui, le masque cache la beauté pour parce que la religion, parce que là, clairement, je les aurais défoncé leur gueule. Bon, je reviens à ça. Admettons, moi, j'aurais fait un truc comme ça. Tu as celui du petit cheval qui donc apparaît et il porte le masque. On est d'accord qu'elle ne sait absolument pas qui c'est Kyoko. Et à ce moment-là, ça frappe, elle dit viens voir Saori. Ça se fait, hein, bon, ils font leur petit truc. Et elle sent un truc, Kyoko. Elle se dit cette meuf la connaît. C'est pas une meuf normale. Et à un moment donné, elle se défend. Et là, et là, elle voit sa sœur. Elle voit sa sœur et elle dit, bah moi voilà, je suis ta sœur. À la limite, elle peut l'enlever. Ça aurait été un symbole. Ça aurait été un symbole tellement fort. Dire voilà, c'est mon frère, tu es ma sœur, je suis ta sœur. Et bien évidemment, on va parler de la fin. On va parler de ce qui s'est passé à la fin parce que... Alors, si la première partie de l'épisode, pour moi, est tirée par les cheveux, la dernière partie est quand même intéressante. Alors, on sait que donc, ça confirme bien qu'elle essaie d'attaquer donc Kyoko. Et comme elle décide d'attaquer Kyoko, Shoko se sacrifie et décide donc de prendre Iris en elle. Et donc, elle laisse son statut de chevalier, ça fait penser un peu à Shun. Elle laisse son statut de chevalier, on voit les armures d'ailleurs tomber. Et à ce moment-là, bah, tu vois l'armure du petit cheval. Et tu comprends donc que Kyoko va devenir le chevalier, la chevalière, ou le chevalier, je sais pas comment on dit, du petit cheval. Franchement, avec bien sûr le chevalier du dauphin, et on est conscient bien sûr que le deuxième épisode sera donc la formation de Kyoko par rapport à ça. Alors, au niveau de ça, moi j'ai trouvé que déjà, les attaques sont quand même assez intéressantes. Tu vois, une attaque plutôt violente, tu retrouves, bon, après les météores machin, ça se discute. Tu vois notamment une certaine retenue d'Athéna, mais ça reste de l'Athéna. Saori n'a jamais été, à part quand elle a pris son armure, elle fait pas grand chose. Voilà. Et il fallait quand même un... On sait tous que par exemple, pour la Lost Canvas, il y avait ces choses-là. Shun était comme qui dirait un petit peu le Hades. Ça a été un peu dur pour Iki. Il fallait cette chose-là. C'est normal. Moi, je trouve ça totalement normal. Et je soupçonne d'ailleurs, après il faudra voir comment... Après, je pense qu'il va y avoir un sort de drama, je veux pas faire du mal à ma sœur, c'est ma sœur, etc., etc. Donc déjà, il y a ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les attaques sont quand même assez fortes, on a vu que 2 chevaliers, mais à mon avis, il va y avoir des attaques différentes. J'espère d'ailleurs qu'ils vont faire vraiment une attaque différente. D'ailleurs, justement, on a quand même 2 personnages. Vous vous rendez compte que je fais du dauphin, je sais même pas qui c'est. Ça aussi, c'est quelque chose de dérangeant. C'est-à-dire qu'on a un personnage quand même... Je veux dire, quand vous prenez Koga et son partenaire, je me souviens plus du chevalier du petit lion. Le chevalier du petit lion, tu savais qui c'était. T'avais une manière de dire, mais... Ah ouais, putain... Ah, je sais qui c'est. Quand vous prenez le fils de Shiryu, il avait cette douceur que pouvait avoir Shiryu et tu la voyais. Tu voyais le chevalier du loup, il avait une manière de comporter. Tu prends Eden...
je pense à Lyon, le loup de... Lui aussi, il avait une manière, il était vraiment, on sentait le hiki en lui. Mais quand tu vois le Chevalier du Dauphin, il faudra développer le personnage peut-être dans les prochains épisodes, peut-être que le personnage... mais t'as l'impression d'être la bonne copine de Choco. Alors oui, ça, c'est... Alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit, parce que j'en vois certains qui sont en train de gueuler. Ouais, monsieur, excuse-moi, mais Yoga, on en parle? Alors, parce que les gens vont me parler de développement de personnage, ils vont commencer à me casser les couilles sur ça, donc je vais répondre. Alors, je te préviens, si tu veux me jouer... Si certains veulent jouer à Saint Seiya avec moi, je pense que certains vont finir avec une tare tellement violente qu'ils vont finir à travers une vitre. Donc, chaque personnage dans Saint Seiya, les 5 en tout cas, représente une personnalité propre à eux. Donc, quand tu me parles de développement de personnage et tu me dis le Chevalier du Dauphin n'est pas... Alors, attention, ça reste qu'un épisode, encore une fois, peut-être que demain, le Chevalier du Dauphin va être différent. Mais en tout cas, j'ai pas vu ça. J'ai même l'impression que c'est juste la bonne copine de Choco. J'espère pas plus. Donc, je reviens à ça. D'ailleurs, j'espère que c'est pas Milo qui entraîne Choco. Parce que je vois pas pourquoi Milo entraînerait Choco. Il va falloir qu'on m'explique... Ah oui, ça aussi. Il va falloir qu'on m'explique comment les Chevaliers d'Or qui ne savent pas que Saori est Athéna, sachant qu'a priori, les mecs sentent le cosmos et qui savent forcément que s'ils sentent un cosmos, c'est Athéna. Il va falloir qu'on m'explique. Mais bon, après, après c'est leur problème. Et donc, je reviens à ce que je disais. On va prendre Saori. On va prendre le Chevalier du Dauphin. Tous les personnages de Senseiya, Yoga, Shun, Shiryu, Iki et donc Seiya ont une personnalité qui leur est propre. Tu dis que Yoga a aucune personnalité parce qu'il est relativement très discret. À part le Chevalier du Verseau, à part le Gémeaux, etc. Mais j'ai envie de te dire, mais là t'as rien compris. Yoga est un personnage, en tout cas dans Senseiya, je parle pas de Omega, dans Senseiya, qui est un personnage qui a vécu un traumatisme jeune, qui a perdu ce qui est donc voit sa maman a vu sa mère tout simplement se faire étant dessous, donc voilà, et lui voit ça comme un traumatisme. Et finalement, c'est un personnage qui garde une certaine froideur dans son comportement. Mais en fait, tu le vois clairement, il a une douceur en lui, pour la simple et bonne raison qu'il donne, à part les certains moments où il sent qu'il doit affronter ses adversaires, voilà, il a cette glace, je fais de la glace justement, il a cette froideur en lui qui le met dans une position où il est dans le maîtrise de soi. Et en fait, c'est celui qui est le plus maître de soi, Yoga. Yoga, quand tu le regardes, c'est un personnage, quand il a des techniques très puissantes d'ailleurs, il a des techniques qui sont de glace, il va toujours essayer, entre guillemets, de geler, va toujours essayer de faire... Voilà, d'ailleurs, dans cette douceur, tu le vois, lorsque Camus et lui tombent, la douceur de la neige. La neige est douce. C'est ça, en fait. C'est la douceur, Yoga. La douceur, et cette douceur, il la démontre par rapport au fait qu'il... Par exemple, sa mère c'est les traumatismes qu'il a vécu. Quand il doit affronter, notamment, son maître, je me souviens plus de son nom, mais il doit affronter son maître, et ben, il y est contraint parce qu'au bout d'un moment, c'est bien trop dur pour lui. Et il porte cette poussière de diamant. Voilà. Camus, c'est parce qu'il sait que c'est une finalité. Il doit affronter Camus parce que Camus est, pour lui, une sorte d'accomplissement. Vous prenez, on le voit notamment avec le fameux Aura Execution. Donc, c'est la réalité, l'exécution de l'aurore. Et ça, c'est une vérité. C'est toujours quelqu'un qui a gardé ça. Shun, c'est la démonstration qu'un homme peut être féminin. C'est bizarre dit comme ça, mais avec une certaine non-envie de se battre. C'est quelqu'un qui est pacifique de base, qui considère la violence comme un problème. Chose que Yoga ne considère pas la violence. La différence entre Shun et Shiryu, c'est d'ailleurs que Shun et Shiryu se tendent plutôt bien, parce qu'ils ont un peu les mêmes idéaux.
Shiryu, c'est le respect du combattant. C'est quelqu'un qui considère les combattants comme des combattants et qui n'a pas de volonté à faire le mal. On prend le cas du chevalier du dragon noir. Pour lui, il considère qu'il y a un respect du combattant. T'as vu jouer des tours des fois. Seiya, c'est le courage. Seiya, c'est le courage. Et c'est le courage, ne jamais abandonner. C'est aussi quelqu'un qui faut se tête brûlée. Et Iki, c'est la force. C'est le mec, c'est la force pure. C'est, alors, pas la force, les points, mais la force dans le sens où il ne croit qu'en sa force. Il ne croit en, il a la confiance. Et tout ça réuni crée les 5 personnages. Si tu prends chaque qualité, l'un, c'est le respect. L'autre, on peut voir d'ailleurs, par exemple, un truc tout bête, c'est quelqu'un qui se bat toujours sans son armure, Shiryu. Alors les gens vont dire, ouais, il se met à nu, machin. Mais s'il fait ça, et d'ailleurs, il le fait très souvent, c'est parce que, d'abord, par exemple, quand il perd, quand Shiryu, quand le chevalier du cancer Death Mask perd son armure, il enlève son armure. Fair play, respect, respect. C'est le respect. Seiya, c'est le courage. Yoga, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise de soi. Et Shun, c'est le sentiment. Les sentiments, c'est la sensibilité. Chaque personnage est comme ça. Quand tu regardes le Chevalier du Dauphin, est-ce que vous êtes capable de me dire qui c'est? Alors vous allez me dire, vous l'avez vu 4 fois. Ok. Mais j'ai envie de dire, en plus, voilà, ça c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Voilà. Après, moi j'attends de voir... Après, on va pas juger quand même si l'anime est pourri ou non. Parce que, clairement, mais moi je tiens à dire que c'est pas parce que... Alors, de toute façon qu'on va revoir les anciens personnages. Je considère quand même, et je le dis sans once d'arrogance, que il faut pas dénaturer le manga original. Le manga original, c'est le socle. Moi, je le dis souvent, le manga original, c'est le socle. C'est-à-dire, tu prends le manga original, tu le poses, et c'est le socle de ce que tu vas faire pour l'utiliser. Tu ne peux pas le changer aujourd'hui. Il est, pour ainsi dire, ancré. C'est comme, par exemple, le cas de Soul of Gold. Soul of Gold, c'était un moment entre Hades, entre le moment où ils vont à voir Hades, ils ont dû jouer des tours pour essayer de faire quelque chose. Tu prends Lost Canvas, ils l'ont mis là, ils l'ont posé ici, donc avec les anciens chevaliers, mais il fallait surtout pas, ils jouaient pas avec le feu, parce qu'ils savaient que si Lost Canvas dénaturait, ça pouvait poser problème. Sensei RG, c'est le même délire. Il faut faire attention à Saga, etc. Tu vois, le socle de Senseiya, le premier, et pour ainsi dire, donne l'intégralité de ce que tu lui donnes. Si toi, tu prends un truc et tu dis, bon bah voilà, maintenant, toi tu sais que c'est Athéna, bah pourquoi c'est pas déclaré avant dans l'anime original? Vous voyez ce que je veux dire? L'épisode n'est pas mauvais en soi. Il y a des bonnes idées, honnêtement. Il y a de l'animation, il y a de l'action, il y a de la... Tu sens... Ça reste... En plus, c'est que l'anime, il coûte 22 épisodes. T'as envie d'en savoir peut-être plus dans le prochain épisode pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais pardon de le dire, c'est pas parce que l'anime... Mais il faut pas dénaturer le socle. On gueule assez après, on gueule assez sur ce qu'a fait Netflix sur Shun. Si tu ramènes des trucs comme ça, et notamment, voilà, va falloir comprendre. Alors, moi j'espère que, surtout dans cet animé-là, alors je sais pas comment ça se passe pour le manga, j'ai pas regardé, que Seiya et les autres vont pas se débouler et prendre la place des filles. Et surtout, voilà, encore un dernier point. Eris arrive. Bon, on comprend pourquoi. Parce que on veut pas, les chevaliers du Zodiac sont encore un peu justes. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'ils auraient pu, simplement, alors ça suscite un peu le manga et l'histoire, les mettre entre la bataille du sanctuaire et Asgard. Là, on n'aurait rien dit. Jabu et les autres auraient été un peu tendres, ils auraient pu leur apporter. Et puis, pour ce qui s'agit de Milo, ça aurait justifié. Milo, il est là. Milo, il est là, il fait pas partie des derniers combattants, tu le mets là. Parce qu'ils vont faire quoi après? Encore, ils vont affronter Eris. Il va y avoir les différents chevaliers. D'ailleurs, j'espère, pour information, qu'ils vont mettre les coups très violents. Je rappelle, pour information, que les armures qui pètent... Alors, je sais que dans Omega, c'était relativement moins visible. Mais les armures qui pètent, ça fait partie de Senseiya. D'ailleurs, je tiens à signaler que... bon, encore une fois, je tiens à te le dire.
Une armure qui pète, ça ne démontre pas que l'armure est mauvaise. C'est juste pour montrer que la personne n'a pas besoin de son armure pour avancer. C'est ce que dit notamment l'un des disciples de Doko, dont je me souviens plus le nom. Donc on attend le deuxième épisode. Donc il y a des incohérences très fortes que je voulais mettre en place. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on attendra donc l'épisode pour voir justement comment les choses se passent. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Je vous laisse bien sûr avec la fin de cette musique. Gros bisous tout le monde. Et à la prochaine. Ça c'est long la musique.